le fait de vivre au quartier tranquillement. Son corps le fait souffrir. Il est proche de la mort. Il s'évanouit, il perd la vue. Et cette souffrance-là, pourtant, c'est ce qui va le faire produire une philosophie et une vision du monde incroyable. Donc pourquoi, moi, banlieusard, à partir de la souffrance, en tout cas c'est la question que je me pose, j'arrive à une vision du monde pessimiste, en colère, toujours contre quelque chose et quelqu'un, et pourquoi lui, Nietzsche, il est parti dans un autre versant, dans un autre côté. Et pourquoi moi je ne pourrais pas choisir, celui qui veut continuer dans cette voie banlieusard, il peut, mais moi je préfère la proposition de Nietzsche, de faire de la souffrance tragédie et beauté, beauté et tragédie, un espèce de monde homérique dans lequel toute ma puissance va pouvoir se déployer. Bref, Macan Fofana, vous avez mis dans votre tête des philosophes qui vous aident à vous donner une colonne vertébrale existentielle, et puis aussi certains auteurs mystiques, on va dire. Aujourd'hui, vous êtes plus mystique que religieux, hein, et vous remettez les clés de cette quête, notamment à Henri Corbin, cet orientaliste français proche des Persans, et inventeur d'un concept intitulé le monde imaginal. S'agissait de pénétrer dans ce que nos philosophes iraniens appellent le 8e climat. Un univers mystique qui désigne ainsi le 8e climat en contraste avec les 7 climats de la géographie classique, de la géographie de Ptolémée. Une indication donc qui ne peut pas chercher ce climat. Sur nos cartes géographiques, il est désigné encore comme le monde des cités mystiques de Jabalka, Jabarsha, Urkadia. Bref, c'était un monde dont la présence, la nécessité de lui faire froid, m'était imposée par les philosophes iraniens, dans la pensée desquels je pénétrais progressivement. Un monde, dirais-je, qui n'est ni celui de l'intelligible pur, ni celui des concepts de l'entendement, ni bien entendu celui de l'expérience sensible, mais surtout ni celui de l'imaginaire, au sens où l'on entend couramment ce mot de nos jours, non comme de l'irréel, comme le malade imaginaire. Non, c'est un entre-deux, un intermonde. Vous voyez, dans ce sens-là, le monde imaginal n'est ni le monde des fantasmes, ni le monde des idoles, c'est le monde des icônes. Dans un sens, c'est tout le cosmos, visible et invisible, qui devient une immense iconostase. Bref, et merci Henri Corbin pour en sol majeur. Donc, Macan Fofana, vous êtes tombé dans ce chaudron, celui de l'intermonde. Oui, c'est un intermonde fait de quoi? En arabe on dit Alam el-Malakut. C'est un monde dans lequel l'âme spirituelle monte pour rencontrer l'épiphanie, ou en tout cas pour rencontrer la beauté de Dieu qu'on ne peut pas observer directement. Et en fait, ce monde imaginal est un territoire réel, c'est même un territoire anthropologique, pour sortir un peu de la philosophie, c'est-à-dire que tous les peuples, en explorant leur cosmogonie, leur manière de raconter la création du monde, ont ces territoires-là. Par exemple, le Wakanda, c'est un monde imaginal. L'Atlantide, c'est un monde imaginal. Poudlard, c'est un monde imaginal. Mais vous vivez dans quel monde, vous, alors? Alors, moi, c'est la multiplicité de ces perspectives, de ces différents mondes qui va créer mon monde et qui va donner naissance à la banlieue du Turfu. Donc, je ne suis ni du 78, je ne fais pas partie d'une population fragile, mais à travers ces différents regards, j'ai créé mon propre monde. Et ce propre monde-là, il est intime. Je ne demande pas au président ou au maire de valider l'existence de ce monde. C'est le mien. J'ai rien à vous prouver. Et c'est ce monde-là que je vais essayer d'explorer toute ma vie. Mais alors, est-ce que ça veut dire aussi que vous êtes, d'une certaine manière, complètement en porte-à-faux avec l'islam des quartiers? Parce qu'il y a de la foi, hein, en même temps, dans cet intermonde dont vous parlez. Oui, il y a forcément de la foi, parce qu'on rentre dans de la foi en tout cas du sensible, on va dire. Parce qu'on rentre dans un autre mode de rationalité, dans lequel on réfléchit, on pense à travers des émotions, à travers des symboles, des images. Mais c'est un monde, par contre, l'islam des quartiers, qui lui aussi est croyant, je pense, et je suis persuadé, mais qui quand même ne produit pas de monde imaginal. L'islam des quartiers produit une industrie du halal. Mais vous êtes en porte-à-faux. C'est compliqué pour vous de vivre alors dans les quartiers aujourd'hui avec ce monde-là.
C'est pour ça que c'est un monde plutôt silencieux et pour l'instant écrit. Vous vivez reclus? Ah, d'une certaine manière, oui, on peut le dire. Je vis d'une manière reclus dans ma chambre. Donc aujourd'hui, j'habite toujours dans mon quartier, mais je ne le fréquente pas vraiment. Parfois, je vais à la salle de sport, mais c'est les dernières interactions que j'ai avec mon quartier. Parce que lorsque Quick devient halal, à Coignères, le Quick est rempli soudainement. Et ça, pour moi, c'est problématique. Moi, président, je chasserai de la cité tous les rappeurs qui ne respectent pas une éthique du futur. Laissez vivre nos futurs. Moi, j'ai envie de proposer face aux gros mots des rappeurs, des mots gros philosophiques. Concepts et pensées déflagrants, capables de décimer tout un escadron de mecs musclés. Mais ces mots gonflés ne se lisent pas sur les vêtements de penseurs sans style, sans punchline, sans grosse voix. La révolte philosophique est d'un autre acabit. Oui, la pensée philosophique est tout aussi subversive et intempestive que nique ta mère. Ah oui, j'aime beaucoup ce passage-là de votre banlieue du Turfu, Macan Fofana, parce que ce que vous dites en fait, c'est que la révolte, souvent, des banlieusards est une posture, ça c'est sûr, mais souvent une imposture. C'est une imposture et elle est normée en fait. Voilà ce que j'appelle la révolte conformiste. Alors là, on est finalement, parce qu'il faut quand même qu'on résume ce livre, dans l'avènement de ce que vous appelez le banlieuse art. Il y a une apostrophe après banlieue, art avec un A majuscule. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, si vous étiez président, allons-y, Macan Fofana, pour cette banlieue du futur? La chose qui est sûre, c'est les pessimistes, ceux qui ne croient plus en la vie, je ne leur permettrai pas de parler autant en fait. Et comme Platon, je chasserai pas les poètes de la cité, mais je chasserai les rappeurs qui bloquent toute possibilité d'émergence du futur. Si vous n'avez rien à dire, ou vous n'avez pas de proposition, dans ce cas-là, ne rendez pas nuageux ces futurs qui sont possibles et qui existent. Maintenant, j'ai jamais réfléchi à un jour si j'avais le pouvoir. Un programme politique. Ouais, j'ai jamais réfléchi à ça. En tout cas, vous avez réfléchi à prendre la plume. Vous vous êtes autorisé l'écriture à quel moment? En fait, j'ai commencé à écrire très jeune, mais c'était plutôt des fragments. Donc vers 8 ans, 10 ans, j'écrivais des fragments qui sont restés secrets. Puis à 14 ans, j'ai commencé à écrire quelques carnets. Mais autour de moi, on n'a pas valorisé mon appétence pour l'écriture. J'ai pas vraiment poursuivi, donc c'était assez saccadé, assez coupé. Oui. Et aujourd'hui, vous diriez que l'écriture est quelque chose de vital pour vous? La dernière fois, ma soeur me disait, parce que je dois rendre un mémoire là pour le mois de juin. Ah bon? Oui, Pourquoi? un mémoire sur les sciences du management. Et je lui ai dit que je suis en train d'écrire la suite de la banlieue du Turfu. Elle m'a dit, mais pourquoi t'arrêtes pas d'écrire la suite de la banlieue du Turfu pour te concentrer sur le mémoire? Je lui ai dit, c'est comme si tu me disais de ne plus respirer. Si j'écris pas, je ne respire pas. Écrire et être paléontologue, parce que c'était votre rêve d'enfant, est-ce que c'est pareil, vous croyez? D'une certaine manière, c'est pareil, parce que l'écriture, c'est pas juste raconter, c'est exhumer, dépasser, oublier, mais c'est aussi exhumer des futurs voilés qu'on n'aperçoit pas. Et dans ce rapport au passé, à ces géants, à ces dinosaures, c'est aussi des mondes disparus. On peut faire revivre des mondes disparus comme on peut faire vivre des mondes futuristes. Oui, je me disais que la paléontologie, bon, vous étiez plutôt tourné vers le passé, mais en fait, effectivement, dans votre écriture, vous imaginez un futur, mais pas sans les grandes figures du passé. Ah oui, Voilà, c'est ce que Céline Sarr appelle le monde est une archive créatrice. C'est ce qu'Henri Corbin nommerait plutôt la tradition primordiale. C'est ce que les salafistes appelleraient les hadiths, les sunan. Alors ce livre, La banlieue du Turfu, est dédié, j'ai vu ça, au philosophe Bernard Stiegler, qui nous a quittés malheureusement récemment, ainsi qu'à Chadwick Boseman, aussi récemment disparu, autrement dit, le prince du Wakanda.
My name is King T'Challa, Je suis le roi T'Challa, son of King fils T'Chaka. du roi T'Chaka. I am the sovereign Je ruler suis of le the souverain kingdom. dirigeant de l'État du Wakanda. For the first time in our Et history, pour la première fois de notre histoire, we will be sharing our nous knowledge. partagerons nos connaissances et nos ressources avec le monde extérieur. Wakanda will no longer watch. Le Wakanda ne se contentera plus d'observer dans l'ombre. We cannot. Ce n'est plus possible, We must not. ce n'est plus souhaitable. We will work to be an Nous example. devons montrer l'exemple, montrer comment, en tant que frères et sœurs qui partageons cette planète, nous avons le devoir de nous respecter. Now more than ever. Aujourd'hui, plus que jamais. Alors on le sait bien en sol majeur, et vous nous le rappelez, Makan Fofana, l'imaginaire afro-américain a remporté une véritable victoire dans la culture quartier. Mais pour vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a apaisé dans votre fauteuil de spectateur quand vous avez vu Black Panther? Black Panther, c'est cette oasis culturelle dans lequel notre ego, entre guillemets, notre moi, se sent revalorisé et sent qu'il a une place possible dans ce monde technologique. Ça fait un bien fou de se voir représenté comme personnage possible de l'histoire, comme personnage possible de l'esprit du temps. Quand Hegel parle de la fin de l'histoire et Francis Fukuyama de la fin de l'histoire parce que la chute du communisme, je trouve ça incroyable parce que ça ne prend pas en compte ce monde du Wakanda qui est possible. Il nous semble que l'histoire se termine avec nous, donc l'histoire se termine globalement. Mais c'est incroyable de penser ça. Donc ce film, c'était comme une thérapie personnelle et collective. Ouais, je pense totalement que ce film était une thérapie pour moi et je pense différents individus à travers le monde, mais par contre, cette thérapie doit continuer. C'est pas je regarde un film, je m'assois, puis je sors dehors, je crie partout, je suis un Black Panther. Il faut mettre en place ce Wakanda et ça demande pour le coup un programme politique ou en tout cas un programme d'innovation réel. Pour vous, rentrer à la maison, c'est où? Pour moi, rentrer à la maison, c'est rentrer dans ma chambre. Puisque le lieu de la révélation n'a pas été la Mecque. Tout à fait. Parce que le lieu de révélation n'a pas été la Mecque, mais bien ma chambre cubique de quartier. Et de cet espace cubique, j'ai connu l'attention nocturne. Vous vivez chez vos parents, hein, aujourd'hui, par choix? Je dirais par choix et parce que j'ai passé une période assez difficile. À 25 ans, après ma dépression, je n'étais pas prêt à pouvoir m'envoler. Je devais justement guérir, m'auto-guérir et me reconstruire. Donc du coup, j'ai préféré rester chez mes parents. Et l'autre raison, c'est que la banlieue du Turfu est réelle. Hein. Ça m'a coûté de l'argent. Reprendre des études de design, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Donc tout ça est très réel. J'ai vu que vous étiez apprenti marabout. D'accord. Est-ce que vous auriez toujours une moitié Mola et une moitié Merlin? Oui, en fait, je pense que le marabout est un personnage très très dévalorisé parce que nous vivons aussi dans une tradition islamique qui dévalorise certaines formes de traditions en rapport avec la magie. Et donc du coup, pour moi, ce marabout, après avoir vu Black Panther, c'est comme le chaman qui introduit T'Challa au royaume de Black Panther. C'est pour moi un marabout qui va pouvoir moi aussi m'initier à un nouveau savoir et m'introduire à ce nouveau monde, à cette banlieue du Turfu qui est tout à fait réelle. Un monde vient parce que quelqu'un l'a imaginé. Donc je parle d'imaginaire, mais la banlieue du Turfu doit se réaliser. Bien sûr, ce n'est pas sous mon contrôle. Alors vous avez tapissé, on l'a compris, votre intérieur de multiples figures littéraires, philosophiques, spirituelles, qui aujourd'hui composent ce qu'on peut appeler une famille d'élection pour vous. Donc, quid du clan, quid de l'ethnie, quid de la nation? J'aime bien ce mot tapis, parce que ça me fait penser aux splendeurs persanes et au tapis persan. Et au tapis de prière que vous aussi, oui. Et à la ville de Shiraz, plutôt que de tapisser mon intérieur de films en noir et blanc comme La Haine, je préfère tapisser mon intérieur des splendeurs de l'Orient et de l'Occident. Et en effet,
fait, à partir du moment où tu te crées une famille imaginaire, d'ailleurs, moi je considère que je vis une odyssée homérique, et dans Homère, il y a plein de personnages, hein, des dieux, des déesses, des demi-dieux, des titans. Là c'est pareil, je suis en train de me reconstituer ma propre odyssée homérique. Et donc du coup j'ai mis de côté quelques figures paternelles. Et donc ça veut dire quoi? Vous larguez les amarres par rapport à tous ces mots là que je viens de vous proposer, le clan, la nation, l'ethnie? Je pense qu'ils vont mourir pour renaître en fait. Je ne peux pas vivre sans clan, sans nation, sans figure, mais ils vont renaître. Et quand ils vont renaître, ils ne vont pas renaître sous la forme que vous connaissez, parce que aujourd'hui ces figures-là sont trop sclérosantes. Moi, je cherche la cohabitation, en fait. Je cherche la biodiversité. Et là, aujourd'hui... Cherchez l'identité rhizome. Voilà, exactement. Je cherche l'identité rhizome. Parce que c'est beau, poétique, mais parce que c'est réel. Parce que c'est un mode de fonctionnement de la nature. Peut-être que le secret de toute votre démarche, il est dans votre prénom. Qu'est-ce que ça veut dire, Macan? Macan, mes parents... J'ai posé la question à quelques parents, quelques oncles. C'était pas très convaincant, mais peut-être que c'est un arbre. Peut-être que ça veut dire vendredi. J'ai lu dans Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop que Makan, ça voulait dire le vieux, le sage, l'ancien. Et en arabe, Makan, c'est le lieu. Makan an-Nour, le lieu de la lumière. Mais Makanat, c'est la méthode. En gros, dans le Coran, Dieu il est un peu sarcastique, il dit ok, vous voulez pas croire, vous avez votre méthode, j'ai ma méthode, et nous verrons qui aura la meilleure des méthodes. C'est un peu une provocation. Ben là, c'est pareil. J'ai ma propre méthode. Bon, je ne vais pas vous dire, on verra qui aura la meilleure des méthodes, mais voilà, je mets ma méthode en place, on marche mon chemin vers la lumière, et c'est mon chemin, voilà. Il y a une espèce de revendication, c'est mon chemin. Vous n'êtes pas content, c'est pas grave. On cohabitera. Mais, s'il vous plaît, ne mangez pas mon espace de liberté. C'est vraiment un conseil d'amis. Ne mangez pas mon espace de liberté. Vous voilà tout à coup un peu menaçant. Donc tout a commencé dans votre chambre avec ce fameux monde des sorciers d'Harry Potter, et tout se poursuit aujourd'hui avec notamment une expérience sonore et filmique de Soundwalk Collective qui nous emmène des milliers d'années dans le futur pour nous faire découvrir, vous allez nous dire pourquoi